Notre invité du jour de Matin Première est l'historien de nos musiques, Bertrand Dical. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste spécialiste dans les musiques populaires et notamment la chanson française. Vous exercez sur Inter, France Info, longtemps dans la presse ainsi que dans des documentaires télé. Est-ce que pour la sortie de cet ouvrage dont on va parler et qui nous vaut votre venue ici au studio, est-ce les origines martiniquaises qui se sont révélées? Guadeloupéenne, pardon. Non, Pourquoi mais c'est pas grave, C'est pas marqué sur... Il y a certainement de ça. Et c'est pas uniquement pour une question de fidélité à des origines. Je pense que nous, Antillais, et nous, Domiens, de manière générale, nous sommes particulièrement bien équipés pour comprendre la mondialisation, pour comprendre le monde tel qu'il devient. C'est-à-dire que quand on a une peau qui vient d'Afrique, qu'on parle une langue qui vient d'Europe, qu'on est né en Amérique et qu'on mange une cuisine qui est somme toute de la cuisine indienne, on est extrêmement bien armé pour mélanger les musiques et surtout comprendre, percevoir et aimer les mélanges de musique et tout ce qu'ils font. Par exemple, les musiques créoles. Alors, jusqu'à présent, vous aviez écrit pour Gainsbourg, de Brassens à Gréco. C'est la première fois, si j'ai bien tout compris, que vous vous attardez sur la musique créole. Pourquoi ? Alors, c'est la première fois, mais c'est pas faute d'avoir envie. En fait, les premiers débuts de ce livre datent du début des années 2000, quand je donnais des cours dans un Master 2 à l'université d'Angers autour de la créolisation dans les musiques. Alors, c'est pas que moi qui ai mis du retard, c'est peut-être aussi un peu l'édition française à qui il est difficile de parler de ces musiques-là. C'était pas tendance ? C'est pas tendance, et puis souvent les Français, les Français de France, les Français de métropole, qui ont une culture très hexagonale, très verticale, ne comprennent pas de quoi on parle. Oui, mais la biguine, le zouk, la salsa, ça... Mais ils ne voient pas le rapport. C'est-à-dire que quand on leur dit la bossa nova au Brésil, le jazz à la Nouvelle-Orléans, le blues, et le blues et la salsa. Ils ont connaissance de ça. C'est un peu les mêmes choses. Ils disent ah oui mais non mais la salsa c'est en espagnol. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Donc vous aviez eu du mal à l'époque à le faire. Aujourd'hui, ça l'est moins. Aujourd'hui, c'est aussi un éditeur qui est la Philharmonie. Voilà. Qui lui a les oreilles et les yeux grands ouverts. Dès que je leur en ai parlé, ils ont une collection de musicologie qui s'appelle La Vie musicale, la rue musicale, dans laquelle ils parlent de l'opéra contemporain, ils parlent de la musique baroque, ils parlent de choses extrêmement complexes et pointues. Et moi, je suis arrivé avec cette idée sur des musiques populaires, des musiques des gens, des musiques commerciales, et ils ont dit mais c'est passionnant, on va l'éditer, et on a vraiment fait le livre idéal, le livre dont je rêvais. Eh ben voici, il est sorti, ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles dans la collection La Rue Musicale, ça va être toute une série si j'ai bien compris. L'émergence de ces musiques, soul, jazz, blues, salsa, ou zouk encore, tout cela c'est créole, c'est le point commun. Ce sont presque les bienfaits de l'esclavage, Bertrand ? C'est compliqué de le dire comme ça. Je suis content que vous employiez cette formule vous-même, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement singulier, d'extrêmement particulier. J'en avais parlé avec Édouard Glissant, qui, je le reconnais, est un de mes maîtres. C'est difficile à comprendre, mais il y a quelque chose d'extraordinairement fécond dans l'extraordinaire cataclysme qu'est l'esclavage. L'esclavage et la colonisation du Nouveau Monde. Les deux phénomènes vont de pair, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un cataclysme pour des Européens qui quittent leur terre natale pour aller aux Amériques, essayer de construire des nouveaux pays. Il y a l'esclavage, il y a le sort effroyable qui est fait aux populations amérindiennes, il y a l'arrivée de populations asiatiques, des Chinois, des Indiens, qui viennent remplacer les esclaves après les abolitions. Et donc, de ce cataclysme épouvantable, d'une cruauté, d'une violence absolument unique dans l'histoire, ça dure 3 siècles et demi, il y a une fécondité musicale qui est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que il y a 200, 300, 400 styles musicaux qui sont nés de l'esclavage, de l'esclavage dans et ça, c'était inévitable. La naissance de ces musiques C'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il se passe plusieurs phénomènes en même temps. Il y a du déracinement, je viens de le dire. Il y a de la rencontre. C'est-à-dire que même s'il y a un fouet entre deux personnes,
ils se rencontrent quand même, Mhm. ils échangent. Mhm. Parce qu'il n'y a pas uniquement quelqu'un qui oblige l'autre à faire un travail, ils sont confrontés ensemble au cyclone, confrontés ensemble aux maladies, confrontés ensemble à l'invasion de l'île d'à côté D'accord. qui envoie son armée. Et il y a forcément un échange. Les langues créoles sont nées de cela. Et les musiques créoles sont nées de cela. On met ensemble dans un seul cataclysme des humains, ils fabriquent quelque chose Alors, ensemble, qu'ils le veuillent ou non. Justement, à propos de la langue créole, si on devait faire ce parallèle, cette comparaison entre le créole parlé et les musiques créoles que vous définissez en tant que telles et dont les conséquences sont les mêmes, les causes sont les mêmes, on a le sentiment que la langue est restée relativement la même pour tous. Hein, les créoles se ressemblent quand même beaucoup. Et les musiques, par contre, sont très diverses. De la salsa au soul, à la soul ou au blues, il y a un monde. Il y a deux choses. Alors nous, domiens francophones, nous voyons le créole avec grosso modo deux créoles qui sont les créoles de l'océan Indien, les créoles de l'Atlantique, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout cela sont qui se ressemblent. Et dans l'océan Indien, parce que les colonisateurs ont été les mêmes. Les colonisateurs ont été les mêmes, mais pas avec les mêmes accents. Et donc, globalement, il y a ça, mais il y a aussi le français tel qu'il est parlé aux Antilles. Il y a l'anglais, les langues anglaises, il y a les langues espagnoles, le portugais, le danois, le suédois, le néerlandais, toutes ces langues qui sont travaillées, tavelées, modifiées, changées. Et tous les gens qui, aujourd'hui, tous les Antillais, tous les Domiens, qui ont plus de 40 ans, savent très bien que leur grand-maman ne parlait pas créole comme eux. On est d'accord. Ce qui n'est pas le cas en France de France. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'extraordinairement mouvant dans les langues créoles qui évolue à une vitesse absolument incroyable, qui est comparable à ce qui existe dans les musiques. Les musiques créoles évoluent en permanence, changent en permanence avec des apports de l'extérieur en permanence, plus une espèce d'état de crise constant. Ouais. Je reviens à ces musiques. Parce que c'est le cœur du sujet, il ne faut pas qu'on s'égare de trop, parce que votre ouvrage, il est très complet, il est pointu. Alors, j'ai pas tout fini, mais j'ai réussi à... il est petit mais costaud, voilà, on va dire. Hein. Il y a vraiment énormément de contenu, et d'ailleurs, dans notre entretien, on voit que voilà, il y a beaucoup de richesse dans tout ce que vous tenez. J'ai trouvé pour autant, et alors moi j'essayais d'avoir un peu de recul en me disant, le gros cas, le Maloya par exemple, sont très proches des rythmes africains. Je veux dire par là, il n'y a pas eu... Est-ce que la conséquence de l'esclavage a pu donner une musique si différente que ça ? Apparemment, moi je serais tenté de dire non. Alors, oui et non. D'accord. Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, il y a des musiques qui sont plus proches de l'Afrique, mais vous avez aussi des musiques qui sont plus proches de l'Europe. C'est-à-dire que la biguine, par exemple, est une musique qui est très marquée par la polka, qui est à l'origine une musique de l'Est de l'Europe. D'accord. Donc effectivement, il y a des rémanences, il y a des souvenirs, mais ce n'est pas pour autant des musiques africaines. Ne serait-ce que parce que, si on prend le gros cas de la Guadeloupe, il y a toute une espèce de romantisme qui verrait le gros cas comme venu d'une espèce de résistance. Alors résistance peut-être au XXe siècle, mais pas autant de l'esclavage. Autant de l'esclavage, les nègres marrons qui sont dans la campagne, qui s'enfuient dans les montagnes, ils vont tout faire, mais pas jouer du tambour. Parce que le tambour, c'est le meilleur moyen de se faire repérer. Donc le tambour, il est domestiqué. Le tambour, il est dans les champs de canne. Et si vous avez un homme qui est derrière un tambour pour rythmer le rythme de travail, c'est pas un tambour de résistance, c'est un tambour collaborateur. C'est un tambour qui est au service du système esclavagiste. Et le gros cas vient aussi de cela. Il faut bien réaliser quelque chose. Et alors là, tous les récits sur les navires négriers le disent. Dans les navires négriers, quand on fait remonter de la cale les esclaves enchaînés, pour rafraîchir et puis pour jeter les cadavres à la mer et puis ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait ? On les fait danser. On les fait danser avec un tambour. J'ai pas compris ça. Pourquoi alors ? La raison ? D'abord, pour leur donner du mouvement, pour les obliger à avoir du mouvement, pour les discipliner, pour les obliger à danser tous ensemble sur le même rythme. Et puis parce que
que des gens qu'on oblige à danser, qu'on oblige à bouger, ils ne sont pas immobiles en train de murmurer les uns avec les autres. Et le tambour, pendant longtemps, va faire aussi partie du système esclavagiste. Donc, c'est vrai qu'il y a d'extrêmes ambiguïtés, mais par-delà lesquelles il faut passer. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui une douzaine de générations après l'esclavage. Il y a certes toujours des traumatismes, mais ces musiques-là, les musiques créoles, ne sont jamais uniquement les musiques de l'oppresseur, ni uniquement les musiques de l'opprimé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe du blues à la salsa, dans toujours ce même processus que vous dites lié à l'esclavage, ou voire même à la samba brésilienne, où l'esclavage est resté le plus longtemps dans ces pays? Alors, chaque pays va avoir des singularités extrêmes. C'est-à-dire que dans la naissance du blues, ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui, à admettre, mais si on se pose, si on prend le temps et on réalise que c'est une évidence, le blues n'est pas né pendant l'esclavage. Il est né après. Après, d'accord. Il est né quelques générations après. On est dans un contexte quand même très particulier. Dans un contexte très particulier, qui est un contexte de crise sociale et agricole dans le sud des États-Unis. Ouais. Où la ségrégation continue d'exister. Où la ségrégation existe. Donc il y a une forme... Mais où le blues n'est pas une musique spécifiquement noire. Ouais. C'est une musique rurale. Donc les ruraux déclassés sont majoritairement des Noirs, mais on découvre aujourd'hui, et c'est un gros travail qui est fait aux États-Unis par beaucoup d'universitaires, on découvre aujourd'hui que dans les décennies de naissance du blues, dans les 3 ou 4 États du sud des États-Unis où le blues apparaît, le Tennessee, le Mississippi, l'Alabama, le blues est très partagé. Noirs, blancs, amérindiens, gens de toute provenance pratiquent cette musique-là. Petit à petit, le regard des États-Unis va noircir, entre guillemets, cette musique. Elle est considérée uniquement comme une musique noire, mais en fait, on se rend compte, si on va chercher historiquement, pour chaque genre, pour chaque style musical, on se rend compte qu'il n'existe quasiment pas de musique pure, entre guillemets. C'est-à-dire de musique qui serait pratiquée uniquement par des Noirs, uniquement par des Blancs, uniquement par des esclaves, uniquement par les maîtres. Les musiques sont extraordinairement partagées. Et d'ailleurs, au dos de la couverture du livre, il y a une illustration. C'est, je crois, dans l'île de Saint-Vincent. C'est un peintre italien qui a dessiné sur le vif. Et on ne sait pas ce qu'il a dessiné. Je le montre à la caméra. On ne sait pas s'il a dessiné une mulâtresse libre. Oui. On ne sait pas s'il a dessiné une esclave de maison. On ne sait pas s'il a dessiné une maîtresse, une propriétaire d'esclaves, mais il montre des gens de plusieurs couleurs, une femme dont on ne sait pas si elle est blanche ou si elle est mulâtre, en train de danser la même danse. Et c'est le fameux Menuet Congo, qui est une danse entre guillemets africaine, qui va arriver à la cour du roi Louis XVI en France. Est-ce que les colons ont été tentés également, eux aussi, dans ce contexte esclavagiste, de créer leur propre musique? Est-ce que les musiques ont été modifiées, aménagées, créées également? Est-ce qu'il y a eu des... Oui, il y en a eu. Mais simplement, la différence, c'est que les colons, c'est la bourgeoisie, c'est l'argent qui est en contact avec l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a cette inversion, on parlait de la langue tout à l'heure, qui fait que aux Antilles, par exemple, on a fini par considérer que le créole était uniquement la langue des Noirs, parce que les colons, les Blancs, qu'ils soient métropolitains ou béquets, avaient les moyens de l'école, les moyens de l'éducation, ils se sont mis à parler le français standard. Et il en est de la même chose des musiques. C'est-à-dire qu'une musique qui était à l'origine une musique des maîtres, le quadrille, est devenue une musique des esclaves et des anciens esclaves. Et pendant que les maîtres, eux, cessaient de danser le quadrille et de pratiquer le quadrille, parce qu'ils pratiquaient les nouvelles danses, la valse, la mazurka, le tango, etc., ils ont laissé cette musique-là aux basses classes de la société, c'est-à-dire aux anciens esclaves. Et le quadrille, qui était à l'origine une musique totalement blanche, totalement dominante, est devenue une musique pratiquée uniquement par les dominés noirs. Et cet ouvrage resitue justement tout un contexte. C'est pour mieux comprendre justement la genèse de tout ça. Ça vous a plu d'explorer tout ça, c'est très détaillé. Et... C'est vrai que c'est une obsession. Ouais. C'est une obsession, mais je pense... Alors, il se trouve que je suis antillais, je suis métis, je suis né en France, j'ai vécu aux Antilles. Donc, je suis au cœur de cette complexité et de cette complexité identitaire. Et surtout, alors peut-être est-ce mon éducation, je n'ai jamais considéré qu'il y avait une musique qui avait tort et une musique qui avait raison.
qu'il y avait une musique juste et qu'il y avait une musique D'où le titre, ni noir ni blanche. D'où le titre. C'est que ces musiques, c'est notre identité créole. Et notre identité créole, elle est complexe. Elle n'est pas simple. Ce n'est pas une verticale. Ce n'est pas un sol, une langue, une couleur de peau. Non, ce n'est pas simple comme ça. C'est très complexe. Et c'est justement en abordant cette complexité, en allant la rechercher, en allant la comprendre, que l'on peut, mieux comprendre ces musiques, ce qui n'est pas le plus indispensable pour vivre, mais surtout qu'on peut mieux nous comprendre, nous, et nous pacifier, et pacifier nos sociétés, et pacifier nous-mêmes face à notre histoire d'Antillais, par exemple, mais face à l'histoire du monde tel qu'il est en train de se faire aujourd'hui. Et Édouard Glissant le disait, le monde, le tout-monde, est devenu imprédictible, et le tout-monde, c'est justement un lieu mondial dont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, ces petites îles, la Réunion, ces petits territoires sont en quelque sorte les prophètes du monde. En essayant de comprendre ce qu'est notre passé, ce qu'est notre identité, ce que sont nos musiques, on comprend le monde à venir. D'accord. Et ce livre, justement, fait partie de cette démarche à faire et à acquérir véritablement, parce que y a tout un cheminement. Il faut prendre le temps de le lire et les explications en partant d'un sujet qui peut paraître assez anodin. On y comprend et on y perçoit énormément de choses. Merci beaucoup Bertrand Dical. Merci à vous. Ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles. C'est aux éditions La Rue Musicale et c'est, disons, la Philharmonie de Paris qui justement initie ce genre de projet. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu nous en parler. À très bientôt. À bientôt.